Sur le premier cours de morpho. Alors, la morpho, c'est quoi? En fait, c'est les dents. C'est comment les dents elles vont se former et qu'elles vont sortir, etc., etc. Donc, il y a environ 7 ou 8 chapitres, ou 9 chapitres, je ne sais plus. Donc, dans le premier cours que vous allez avoir à la fac, ils vont commencer par vous faire les 2 premiers. Donc, moi, je vais vous faire les 2 premiers chapitres. Donc, on a celui-là, c'est l'origine et le devenir des cellules des crêtes neurales. Et ensuite, on a celui-là, c'est la formation et le devenir de l'appareil pharyngé. Donc, ça, là, je l'enverrai à Dan. C'est juste, en fait, mon cours que j'avais pris quand j'étais en PACES de midi concours, parce que je trouvais que en forme de schéma, enfin en forme de tableau, c'était plus simple à comprendre. Après, apparemment, à la fac, ils vont vous enlever quelques. Enfin, il y a des choses qui vont être enlevées des cours. Donc ça, vous pourrez voir sur le poly, normalement, normalement, vous l'avez récupéré. Donc apparemment, c'est que des choses qui vont être en moins. Il n'y aura pas de choses en plus. Donc voilà. Donc on va se faire 30 minutes sur ce cours et 30 minutes sur l'autre. Donc là, on vous met là-dedans. Donc on vous Emmanuel, met. j'ai une question. Oui. Est-ce que pour la morpho, le poly il fait foi ou pas totalement? Il fait foi, mais il peut rajouter des. En fait, le prof, il rajoute un peu des trucs quand il veut, et surtout dans les derniers chapitres. Genre, il va enlever des fois des paragraphes et il va en rajouter d'autres. Mais ça, dans tous les cas, vous pourrez le voir, vous regardez sur Medibox, parce que les gens, ils y vont. Donc, voilà. Non, il y a des choses qui se rajoutent. Là, par exemple, à mon année, ils avaient rajouté. J'ai la feuille, je ne vous l'ai pas mis. Il avait rajouté des trucs sur les rhombomères, donc dans la migration pour la formation de la dent. Mais ça change un peu chaque année. C'est pas énorme, c'est surtout le poly, mais il y a des petits trucs comme ça, soit qu'il enlève et des petits trucs qu'il rajoute. Ok. Donc, on passe sur le cours. Donc là, on vous met donc le schéma de la dent. Donc on vous dit que donc déjà dans une dent, il y a plusieurs composants. Il y a l'émail, la dentine, il y a la pulpe à l'intérieur et il y a le sément, c'est ce qui fait la jonction avec l'os et avec la mâchoire. Donc on vous dit que l'émail est translucide, que la dentine elle est un peu plus jaunâtre, c'est la matière de la dent, ok. Donc là en fait tout ce qui est la partie visible en bouche, c'est la couronne, donc c'est ce que vous voyez. Et ensuite, ce qui est invisible, donc tout ça, en fait, c'est dans la mâchoire. C'est la racine, c'est ce qu'on appelle la racine des dents. Donc, on vous dit que le sémin recouvre la racine et on a des odontoblastes. Les odontoblastes, c'est quoi? En fait, dentaire, c'est odontologie. Donc, en fait, les odontoblastes, c'est les cellules. Comme vous avez les fibroblastes qui vont faire la matrice extracellulaire. Là, les odontoblastes, c'est ce qui va faire les dents. OK. Donc, ensuite, on vous parle de l'éruption dentaire. Rien de bien intéressant. Voilà, on vous dit que il est nécessaire que les événements qui conduisent à la denture adulte soient parfaitement réalisés. Patin coup fin. OK. Donc, on vous parle des dents définitives. Donc, on vous dit qu'il y a 32 dents d'avant en arrière. On a les incisives, les centrales, les latérales, les canines, les prémolaires. Et ensuite, on a 3 molaires. Première molaire de 6 ans, deuxième de 12 ans, troisième aux dents de sagesse, plus tardive. Donc, ça, il faut le connaître. J'imagine que vous le connaissez déjà. Voilà. Après ça sera un peu plus détaillé vers les derniers cours et ça tombe. Donc, voilà, rien de bien compliqué. Donc, aussi, la morpho, vous allez la comprendre de plus en plus. Au plus vous allez au plus vous allez travailler le cours, au plus vous allez comprendre. Tu Emmanuel, peux, Salomé, sur le cours, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Oui? c'est pas ça notre premier cours, nous. Normalement, si. Nous, il n'y a pas autant de détails au début, je crois. C'est direct les J'ai... crêtes orales. Ouais, nous, on n'a pas les dents, hein. Vous avez pas les dents? Non, nous, ça commence par origine et devenir des cellules des crêtes neurales. Et ça commence direct par, en gros, les becs des oiseaux et tout, là. Voilà, ben ça, Ouais, en mais gros, ça regarde, c'est démarre, juste nous. là. C'est juste là. Ok. On n'a plus tout le Bah, en début. fait, C'est ça. ça, c'est juste un truc pour la compréhension. C'est con qu'ils voulaient enlever parce que, vous voyez, là, ça, tout ça, vous l'avez pas. Et tout ça, ils vont en parler grave après.
Bon, après, peut-être qu'il vous l'a déplacé, qu'il vous l'a mis après, hein. Mais ça, c'est vraiment juste pour la compréhension, hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez les trucs de Medi-Concours, mais en fait, quand il y a des étoiles, ça veut dire que c'est tombé au concours. Donc, pour l'instant, tout ça, c'est juste une intro. Mais bon, si vous ne l'avez pas, vous apprenez pas. Du coup, donc on commence sur l'origine de devenir des cellules des crêtes neurales. Donc, on vous dit qu'elles sont à l'origine d'un essaimage cellulaire. C'est quoi un essaimage cellulaire? C'est juste une formation de colonies, hein, à travers tout l'embryon. Donc, on vous dit que ces cellules des crêtes neurales, elles vont se fixer sur des zones différenciées, qui sont appelées les placodes. Et on vous dit qu'il y a un polymorphisme très élevé avec une multipotentialité des cellules des crêtes neurales. Ça veut dire qu'elles vont pouvoir faire plein de choses différentes. Donc là, on vous met ça. Bon, c'est jamais tombé, hein. Bon, voilà, hein, on vous dit juste, c'est les exemples. Chez les oiseaux, à partir toujours des crêtes neurales, les oiseaux, par exemple, vont avoir des becs et des plumes. Le mandrill, ça va faire les contours de la face. Les dinosaures, ça a fait les dents, les plumes, leur crâne. Chez les poissons, ça donne les mésenchymes de la nageoire caudale et les pigments. Tout ça, en fait, c'est les crêtes neurales, qu'est-ce qu'elles donnent chez différentes espèces, ok? Donc voilà. Par exemple, coloration de la peau, coloration du pelage, enfin bref. Ok, ensuite, donc du coup, on commence par le premier truc important, c'est la gastrulation. Donc la gastrulation, c'est quoi? Donc on vous dit que les cellules neurectodermiques, donc ça, il faut bien faire la différence entre les neurectodermes et il y en a qui viennent de l'ectoderme aussi. Bon, ça, vous allez le voir après. Donc, elles migrent vers la plaque neurale. Donc, elles s'ordonnent selon l'axe rostrocaudal. Donc, l'axe rostrocaudal, c'est ça. Rostral, caudal. Rostral, c'est devant. Caudal, c'est derrière. Donc, rostrocaudal. Donc, en gros, c'est d'avant en arrière. On vous dit donc que les futures cellules des crêtes neurales, elles vont migrer vers la partie caudale de l'embryon, donc vers le derrière, pour former en grande surface un arc de cercle qui va s'allonger, qui va se rapprocher de la ligne primitive et qui va devenir et qui limitera surtout la future gouttière neurale. Donc, en gros, c'est ici. Donc, ça c'est en 3D. Donc, vraiment, c'est important à comprendre. La gastrulation, c'est qu'au début, ça forme les deux boules là. Vous voyez, ça forme les deux parties. Et donc, en fait, les cellules des crêtes neurales, elles vont juste s'ordonner selon une forme précise. Et ici, on vous dit que c'est d'avant en arrière. OK. Ensuite, on vous dit mise en place des crêtes neurales. Donc, elles vont commencer à s'individualiser. Elles vont former un sommet en raquette. Ça va dessiner la plaque neurale avec les contours du futur tube neural, neuropore antérieur, neuropore caudal. Donc, neuropore, c'est juste ce qu'il y a au début. Donc, neuropore antérieur et neuropore caudal. Donc, toujours devant, derrière. Emmanuel, oui. est-ce que tu peux m'accepter, s'il te plaît, sur le Zoom? C'est Salomé. Participant? Ah ouais. Merci. Okay. C'est bon, merci. Ok. Donc voilà. Donc ensuite, on passe à la neurulation. Donc, important, on dit qu'il y a la gastrulation, ensuite il y a la neurulation. Donc, c'est vraiment des étapes où je peux vous dire la gastrulation arrive avant la neurulation. Donc, ça, c'est vrai. Donc, on a la gastrulation, la neurulation. Et ensuite, on a bon, les transitions épithéliales, ouais, ok. Non, c'est ça. Donc, gastrulation d'abord, neurulation ensuite. Donc, la neurulation, c'est quoi? C'est tout simplement la formation du système nerveux. Donc, ici, c'est plus long que déjà la gastrulation. Donc, on vous dit que ça débute après la gastrulation et ça correspond au premier stade d'évolution des 3 feuillets. Donc, en gros, au début, on n'en avait qu'un seul et après, ça se différencie en 3 feuillets. Donc, vous en voyez 1, 2, 3. En gros, celui-là, il est considéré comme un deuxième feuillet. Donc, en gros, tout ça, ça va induire la formation de la plaque neurale via la corde. Donc, la corde, c'est en gros là, c'est le notocorde, c'est ce qui va déboucher ensuite sur la corde. Donc, on vous dit donc, que c'est la formation de l'ébauche du système nerveux. Donc, dans la région dorsale de l'embryon, ok. Donc là, on a la gouttière neurale qui s'est formée, c'est-à-dire que ça a formé une espèce de renfoncement. Ça, c'est la plaque neurale, c'est le tout. Donc, du coup, ça va commencer par un épaississement épithélial neurectodermique. Donc, en gros, neurectodermique, c'est l'ectoderme
qui va recevoir des signaux inhibiteurs des BMP. Donc ça, vous inquiétez pas, j'ai envoyé à Dan une fiche sur toutes les molécules. C'est un petit peu un tableau récap. Donc vous allez les voir au fur et à mesure, ces molécules. Donc, moi, ça, je l'ai rajouté. Donc, on vous dit que c'est des signaux inhibiteurs des BMP par des protéines telles que Noggin. Noggin, par exemple, c'est un inhibiteur de BMP. À la fin, vous allez avoir tout un descriptif de celles qui sont inhibitrices, de celles qui sont activatrices, etc. Donc, en forme de raquette. Donc, on vous dit que ça va former les bourrelets neuraux. Donc, les bourrelets neuraux, c'est les renflouements qui vont border la crête neurale. Donc, ici. Quoi d'autre? Donc, ça va correspondre justement aux futures crêtes neurales. Ensuite, elles vont se soulever. C'est les flèches ici. Vous voyez, elles vont se soulever. Elles vont former ici la gouttière neurale, c'est-à-dire que ça va se fermer. Et ensuite, elles vont se souder juste en haut et elles vont former véritablement un tube neural. Donc, au début, c'est plaque neurale. Ensuite, ça forme la gouttière. La gouttière, elle n'est pas encore fermée. Et ensuite, ça se soude et ça forme le tube neural à proprement parler. Et on vous dit que les parties rostrales et caudales, donc l'avant et l'arrière, pour l'instant, ça reste largement ouvert. Ça se fermera, de ce que je me souviens, vers la semaine 18 ou la semaine 7, je ne sais plus. Il y en a un qui se ferme avant l'autre. Donc ça, on va le voir aussi. Donc, juste c'est fermé. Et devant et derrière, c'est toujours ouvert. OK. Ensuite, on vous dit que la notocorde, donc ici, ça, c'est fait de cellules turgescentes et elle doit sa rigidité à 2 gaines. Donc, on a une gaine élastique, une gaine conjonctive. Qu'est-ce qu'elle va faire, la notocorde? En fait, la notocorde, c'est du mésoblast. Elle va stabiliser la plaque neurale. Donc, ça va stabiliser ici. Donc, ici, vous voyez qu'il est là. Ça va donc stabiliser la plaque neurale. Ça va définir l'axe longitudinal de l'embryon, donc l'axe avant-arrière. Et ça va baliser l'emplacement des futurs corps vertébraux. Donc, les corps vertébraux, voilà. Ensuite, on vous dit qu'au jour 21 chez l'homme, justement, les bords latéraux, ils commencent à fusionner. On vous dit que l'ectoderme, il glisse dans la partie médiane de l'embryon et au-dessus du tube neural qui se ferme, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, ici, que la gouttière se ferme en tube. Que la gouttière neurale se ferme en tube, on est là. Les futures donc, cellules des crêtes neurales, elles vont toujours être recouvertes par une pellicule ectodermique, donc de cellules ectodermiques monocellulaires, donc c'est-à-dire à une cellule. Donc c'est ce que vous voyez sur le schéma. Bon voilà, donc gouttière qui se ferme en tube. Pour l'instant, vraiment rien de compliqué. La notocorde qui stabilise le tube neural. OK. Donc ça, on vous dit que c'est au jour 21, mais vous voyez qu'ici, il n'y a rien qui a été demandé vraiment. Bon, après, ça daté de 2018. Mais ça n'a pas été demandé pour l'instant. Ensuite, on vous donne donc les étapes de la fermeture de la gouttière neurale. Donc, il devient alors le canal de l'épendyme. Est-ce qu'il faut encore accepter des gens? Non, c'est bon. Okay. Merci. Ah oui, c'est bon, merci. Donc, ça devient le canal de l'épendyme, donc c'est le tube neural. Ça va marquer le début morphologique de l'organogenèse, donc de la formation des organes, qui commence réellement. Donc, on vous dit par la mise en place des cellules migratrices des crêtes neurales au niveau des bourrelets neuraux. Donc, c'est ici les futures cellules migratrices des crêtes neurales une fois que ça se ferme. Ensuite, on vous dit que c'est par un flux constant de cellules migratrices qui vont être issues toujours de la face dorsale du tube neural. Et donc, elles vont correspondre aux cellules qui vont différencier la diversité tissulaire. Et donc, c'est là qu'on vous parle du rôle morphogène. Donc, et on va avoir tout le long du tube neural un gradient morphogénétique. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des BMP, donc ces bonnes morphogénétiques protéines, et de l'autre, on va avoir des antagonistes de la BMP. Donc, tout ça, c'est vraiment une différence de localisation. C'est-à-dire que d'un côté, on aura des BMP, de l'autre, on aura des antagonistes de la BMP. C'est tout simple, quoi. Donc là, on vous dit que les cellules ici migratrices, donc ça va former les futurs bourrelets neuraux. Donc ici, on a la gouttière qui va se fermer en tube. Donc ici, on a l'ectoblast. Donc là, on est au niveau dorsal, là au niveau ventral, mais bon, ça, on s'en fout un peu. Donc là, on vous dit que les cellules migratrices donc, qui étaient là, elles vont aller soit vers en haut, soit vers en bas. Et là, on a toujours la notocorde qui va faire les futures vertèbres. Et donc là, donc notre tube neural, ça va former notre canal de l'épendyme. Ok, jusque-là, vraiment rien de compliqué.
Donc là, il est là, notre ectoblast. Et notre mésoblaste, c'est tout ça. Ça, c'est nos mésoblastes latéraux. On en a 2. OK. Donc, on vous dit que les cellules migratrices des crêtes neurales, justement, elles peuvent se détacher avant la fermeture du tube neural chez certains animaux. C'est-à-dire que là, au niveau du stade de gouttière, il y a des cellules qui peuvent se détacher. Par contre, chez l'homme, elles ne se détachent pas, les cellules les cellules migratrices. Elles ne se déplacent pas avant la fermeture du tube neural. Donc, il faut vraiment que le tube il soit fermé donc à l'état de tube et pas à l'état de gouttière. Ensuite, on parle des gènes par 1 et par 2 qui vont être exprimés à J21 et qui vont induire justement la fermeture du tube neural. Donc, ces gènes-là, ils vont induire la transformation de la gouttière en tube. Donc, on est toujours sur la neurulation. Donc, on vous parle des cellules des crêtes neurales. On vous dit que c'est les cellules à la jonction du tube neural. Donc, ça, c'est tombé. On vous dit qu'elles migrent en direction ventrale. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont au début en dorsale et elles vont migrer vers le ventral. Elles vont migrer vers la notocorde. Donc, elles vont migrer en direction ventrale vers justement les zones de différenciation qu'on appelle les placodes. En fait, c'est des zones de différenciation qui sont des amas cellulaires ectodermiques à potentialité différenciatrice. Donc, on a dit ectodermique. Donc, vous voyez, on a de l'ectoblast et on a aussi de l'ectoblast par ici. Et donc, ça vient et ça permet de différencier. Elles vont s'insinuer entre les somites et l'ectoderme ou entre les somites et la corde. Donc, les somites, de ce que je me souviens, c'est ce qu'on appelle le mésoblast latéral. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont arriver ici, entre les somites et l'ectoderme, donc entre somite et ectoderme, et entre somite et corde, ici, là ou là. Et qu'elles vont envahir également le mésoderme céphalique. OK. Donc, elles vont présenter justement des capacités migratoires importantes. Les cellules des crêtes neurales, elles sont très migratrices et elles vont posséder une grande diversité phénotypique terminale. C'est ce que je vous ai mis c'est ce qu'ils vous ont mis justement chez les différents animaux. Qu'est-ce que ces cellules elles peuvent faire? C'est une diversité phénotypique. C'est ce qu'on appelle diversité, quoi. Donc, ici, vous voyez que les cellules des crêtes neurales, elles ont migré. Donc, soit entre les somites et la corde, entre les somites et l'ectoderme, soit entre les somites et la corde. Donc, voilà, le mésoderme, c'est bien ce qu'on appelle les somites. Donc, elles vont arriver ici ou ici. OK? Donc, elles peuvent aller des deux côtés. Et donc, là, on a les placodes. Donc, c'est toujours de l'ectoderme. Et on a les zones de différenciation au niveau des placodes qui sont ici. Là, elles n'ont pas été dessinées, mais elles sont dessinées ici. Donc, on vous dit que les cellules, après transformation mésenchénateuse, multiplication, elles vont justement migrer et elles vont se détacher du tube neural. OK. Donc, ensuite, on passe justement aux gènes, aux facteurs d'activation et aux facteurs de croissance. Donc, là, ils vous ont fait, c'est pour ça que j'aime ça, c'est parce qu'il y a un petit tableau. Donc, on vous dit que les BMP, c'est quoi? Ça va être une protéine, c'est un facteur de croissance de la famille des TGF-bêta. Ça a une origine ectodermique, donc ça vient au niveau dorsal du tube neural, donc au niveau de l'ectoderme. C'est mésenchémateux, hein. Donc c'est ectodermique à la veille de la gastrulation, avant la formation du tube neural. Donc ça veut dire qu'avant la gastrulation, on a l'expression des BMP. Donc qu'est-ce que ça va faire, ces BMP? Le niveau de BMP va induire la spécification de la plaque et de la crête neurale. Et ça va faire la différenciation du tube neural, donc du système nerveux. Donc, c'est ce qui va permettre toute la diversité, ça va permettre en fait de maturer, si vous voulez, de le faire grandir, entre guillemets. Donc, et on vous dit que son expression, c'est tout le long de l'axe crânio-caudal, donc d'avant en arrière, et c'est surtout en situation dorsale, en fait, hein, pas en ventrale. Et ensuite, on a les antagonistes de la BMP, donc des antagonistes de ces facteurs de croissance. Donc, justement, ceux-là, vous les apprenez. C'est Nogin, folistatine, la cordine, BMP3. Ne vous faites pas avoir la BMP3. C'est un antagoniste de la BMP. Attention, hein. Activine, nodal. Donc, tout ça, c'est des antagonistes de facteurs de croissance. Donc, on vous dit qu'ils sont surtout au niveau de la notocorde et du mésoderme somitique. Donc, surtout au niveau de la notocorde et du mésoderme des somites. Donc, ils vont surtout être exprimés ici, les antagonistes, ici, et au niveau de la notocorde. Tandis que les BMP, les facteurs de croissance, c'est surtout au niveau de l'ectoderme, donc au niveau dorsal. Et ici, c'est surtout au niveau ventral. Donc, c'est ce qu'on vous dit, donc c'est juste des antagonistes de la BMP. Et on vous dit qu'ils sont le long de l'axe crânio-caudal, donc comme les BMP, et en situation ventrale. C'est surtout en situation ventrale quand les autres sont en situation dorsale, les BMP.
Ok, ensuite, on vous dit que du coup, il y a un gradient morphogénétique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est surtout une différenciation c'est selon la localisation. Ça ne va pas être là, il y a ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la localisation où on est, ça va faire BMP, comme vous voyez. Là, c'est surtout les facteurs de croissance qui vont faire comme ça, en fait. Et là, les antagonistes en rouge. Donc, on vous dit que c'est établi par les BMP et les antagonistes des BMP. Donc, c'est un gradient morphogénétique dorso-ventral cette fois-ci et crânio-caudal très subtil. Donc, c'est les deux, c'est crânio-caudal et dorso-ventral. Donc, dorso-ventral, je vous rappelle, dos, ventre. Champ morphogénétique, donc on vous dit que c'est très spécifique. Ça va justement induire la différenciation cellulaire du tube neural. Donc, la différenciation ici donc de ce que notre tube neural va devenir. Les taux de BMP, on vous dit que donc, les taux des hormones de croissance, pas des hormones de croissance, du facteur de croissance des TGF-bêta, ils varient très peu, mais et qu'ils sont suffisants pour établir une différenciation cellulaire à chaque niveau, voire d'une cellule à l'autre, à l'intérieur du tube neural. Donc, vraiment, c'est vraiment très spécifique et c'est très, très fin quoi, comme gradient. Et donc, on vous dit que le résultat de cette spécification rend quasiment unique la destinée de chaque cellule. Okay, donc là, on vous met BMP et ici, on vous met noguine, cordine, follistatine. Et donc ça, c'était un petit récap. Ensuite, on vous dit formation, donc qu'est-ce qu'elles deviennent les cellules des crêtes neurales qui ont coûté le tube neural. On se demande est-ce que ce sont des cellules souches. Donc bon, ça on s'en fiche un peu. Donc on vous dit que l'origine des cellules des crêtes neurales pour l'embryon de poulet, cellules des crêtes neurales de poulet chez le poisson sèvre. Donc chez l'embryon de poulet, ça peut se transformer en mélanocyte, en ostéoblaste, en neurones sensitifs. On vous dit que ce sont des cellules multipotentes ici dans le cas de l'embryon de poulet. Pour les cellules des crêtes neurales de poulet isolées, on vous dit qu'elles vont pouvoir donner des cellules de la médule surrénale, des cellules gliales donc, du cerveau, des neurones où elles vont pouvoir être clonées. On vous dit que c'est des cellules multipotentes et capacité d'autorenouvellement, donc elles se renouvellent toutes seules. Chez le poisson zèbre, on vous dit que c'est des lignées restreintes, donc elles ont une potentialité plus restreinte que chez le poulet. Et justement, pour ce qui nous intéresse ici, pour les cellules souches de la pulpe dentaire, on vous dit que ça peut se transformer en ostéoblastes. Donc, vous allez avoir un cours sur les ostéoblastes, en adipocytes, mais ça, on s'en fiche. Cellules musculaires, on n'en parle pas trop. Sur les chondroblastes, sur les mélanocytes, et on vous dit que c'est toujours des cellules multipotentes. Donc, conclusion de l'expérience, parce que c'était une expérience en gros, on vous dit que les cellules des crêtes neurales, elles ne sont pas totipotentes, c'est-à-dire qu'en gros, totipotente, c'est qu'il y a beaucoup plus de destinées faisables à la fin que multipotentes. Elles peuvent se transformer en beaucoup plus de choses que les multipotentes ici. Et qu'elles n'ont pas les mêmes potentialités que les premiers blastomères. Les premiers blastomères, c'est vraiment, je crois que c'était au niveau de l'embryologie quand le fœtus il se met en place. Au niveau, on a les blastomères, vous allez voir ça en embryo. Donc, il y a 2, 4 et après, ça se multiplie à chaque fois. Donc, vraiment, les premiers blastomères, c'est les premières cellules de l'embryon. Elles peuvent vraiment se différencier en tout. Donc là, on vous dit qu'elles n'ont pas les mêmes potentialités. Elles sont multipotentes et donc elles vont quand même pouvoir se différencier en plusieurs types cellulaires. Donc, conclusion générale, on vous dit que ces cellules des crêtes neurales, la population n'est pas totalement homogène. Cependant, il semble que celles qui apparaissent comme différenciées soient réellement minoritaires. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont différenciées directes. Il y en a peu, quoi. Et que les cellules souches, elles persistent dans les tissus différenciés ayant conservé des caractéristiques de prolifération, clogénicité, division asymétrique, multipotentialité. Et en fait, c'est ce qui caractérise les cellules souches. Les cellules souches, c'est quoi? C'est ce qui va pouvoir donner n'importe quoi. Donc ici, on vous dit qu'elles ne sont pas totipotentes, attention. Donc elles ont vraiment une grande, comment dire? Elles vont pouvoir donner beaucoup de choses, quoi. Ok. Donc PCDM, c'était pour moyen mémotechnique. Donc ensuite, on passe au devenir des cellules des crêtes neurales. Selon leur position sur l'axe rostrocaudal, on va avoir 4 sources de cellules. Donc ça, c'est le schéma aussi que vous avez dans le poly. Donc cellules des crêtes céphaliques. Donc au niveau de la crête céphalique, donc on est ici, ça va être la majeure partie du tissu mésenchymateux. Donc ça va donner la majeure partie du squelette crânien, la totalité, attention, du système nerveux central, parce qu'il y en a des autres où c'est une partie. Donc totalité du système nerveux central et quasi-totalité du système sensitif. Au niveau des cellules de la crête vague, donc en fait, c'est les cellules, selon leur localisation, qu'est-ce qu'elles vont donner, hein. Ici, donc, c'est le système nerveux entérique. Donc, en fait, c'est tout ce qui est par rapport au nerf vague.
puisqu'on dit souvent que le système digestif, c'est un système végétatif. Les cellules de la crête troncale qui vont donner les mélanocytes, les ganglions sympathiques et sensitifs, donc d'où la quasi-totalité ici. Les cellules de la médulla et les cellules de Schwann. Et ensuite, au niveau de la lombosacrée, on vous dit que c'est le système nerveux intestinal du niveau lombosacré. Donc, si ça, c'est aussi un schéma que vous avez sur le poly. Donc, bon, pas la peine de l'apprendre par cœur, hein, mais ça, de ce que je me souviens, il ne demandait pas prosencéphale, mésencéphale, rhombencéphale. C'était pas demandé. Donc, ensuite, là, par contre, ça, vraiment, cette page, il adore. Vous voyez, toutes les trucs là, c'est-à-dire que c'est tombé 2 fois, 2 fois, 2 fois, ici 2 fois, 1 fois, 1 fois. Vraiment, il adore ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on vous dit que les cellules des crêtes neurales vont être à l'origine de tissus de la face, très important, du crâne, de la partie antérieure du cou. Attention, parce que c'est vraiment le genre de prof à mettre partie postérieure du cou. Ou alors, cou. Dans ce cas, c'est faux, puisqu'il y a 2 parties antérieures et postérieures, vous mettez faux, quoi. Cellules osseuses ou cartilagineuses. Au niveau du massif osseux crânien, ça va donner la quasi-totalité. Donc, os de la membrane, l'osioïde au niveau du cou, là, tout en haut, le malleus, le stapus et l'incus, pardon. Ça, c'est les os, vous allez le voir plus tard, du coup, vous n'avez pas commencé par la face en SP12, mais c'est les osselets de l'oreille interne. Donc, le malleus, incus et stapes. Ensuite, on vous dit que pour les dérivés mésenchymateux, ça va donner des fibres musculaires lisses, la gaine des muscles striés. Donc ça, c'est vraiment chiant à apprendre, mais bon, dites-vous que c'est des points donnés si c'est ça qui tombe. Ostéoblastes, chondroblastes, les parathyroïdes, thymus, les glandes salivaires, il adore, les glandes lacrymales et l'hypophyse. Donc on vous dit que c'est des cellules des crêtes neurales en migration, correspondent à la seule partie de la crête neurale. Bref, aussi varié, quoi, c'est varié. Tout le système nerveux céphalique, vraiment tout le système. Donc, les neurones du système nerveux central, les cellules gliales, les cellules de Schwann. Je vous rappelle que c'est le système nerveux périphérique, mais je crois que vous ne l'avez pas fait parce que vous n'avez pas fait l'histologie, donc vous le verrez. Et les ganglions crâniens. L'œil, en grande partie, on vous dit qu'elles vont surtout faire la cornée, l'iris, la sclérotique et la choroïde, avec la rétine. Sauf, c'était un piège, l'épithélium quoi? Pigmentaire de la rétine. Ça vient du mésenchyme céphalique. Donc ça, c'est demandé. Hein. Il l'a demandé, il a mis un item d'anal. Donc ça, c'est un item d'anal que j'avais rajouté. Voilà. Ici, ça aussi, il avait demandé. Si les crêtes neurales sont à l'origine de l'os occipital, pas du tout. Ou alors de la partie postérieure du splénoïde, pas du tout. Ensuite, ça va donner les mélanocytes de la peau, poils, grande partie de la glande surrénale, le cœur, thyroïde. Et au niveau du système dentaire, donc ce qui nous intéresse ici, ça va donner l'os alvéolaire, le parodonte, les dents, les odontoblastes avec les cellules de la pulpe, qui peuvent être appelées ectomésenchymes, les sémentoblastes, qui vont donner le sément de ce que vous avez vu du schéma tout en haut, et les fibroblastes desmodonto, donc important. Et on vous dit que donc ça, c'était aussi un item d'anal. Il a demandé l'émail. Donc, pas du tout l'émail, c'est une origine épithéliale, c'est de l'ectoderme. Puisqu'on vous dit que les cellules des crêtes neurales, c'est pas de l'ectoderme. OK. Et ensuite, on vous dit, donc, devenir des cellules des crêtes neurales, elles ne sont pas à l'origine de, donc du coup, ça, c'est tout ce qu'il a demandé en anal. Elles ne sont pas à l'origine de l'os occipital, ni de la partie postérieure du sphénoïde, ni des cellules musculaires striées, ni de l'épithélium pigmentaire de la rétine, et pas du tout de l'émail. Puisque ces trois-là, ils dérivent du mésoderme paraaxial, l'épithélium pigmentaire de la rétine du mésenchyme céphalique, et l'émail, c'est une origine ectodermique. Ensuite, on vous dit rôle des cellules de crête neurale dans la formation des dents. Donc, on vous dit qu'il y a 4 grandes actions de devenir des cellules de crête neurale. Donc, on a 4 étapes. La transition épithélio-mésenchymateuse sur la face dorsale du tube neural, la migration, l'agrégation au niveau des placodes et la différenciation. Et donc là, on voit les 4 étapes. Donc, première, transition épithélio-mésenchymateuse au niveau dorsal. On vous dit que ça va permettre de passer d'un phénotype épithélial à un phénotype mésenchymateux. On ne peut pas faire des dents si on n'est pas dans un mésenchymateux. On vous dit donc que ça a lieu sur la face dorsale du tube neural et que dans cette transition épithélio-mésenchymateuse, on a 4 étapes. La maturation, perte de l'adhésion cellulaire, la transformation morphologique et ensuite on a la migration.
Et ensuite, vraiment, la migration, c'est une autre étape aussi, hein. Donc, vous voyez ici, 1, apparition, donc la maturation, donc ça va être l'apparition d'intégrines. 2, c'est la perte de l'adhésion cellulaire, donc ça, les cellules, elles se lâchent, les jonctions se lâchent. 3, transformation morphologique, donc ça se transforme ici, de épithélial en mésenchyme, donc transition épithélio-mésenchymateuse, et ensuite la migration, donc ça migre. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Non, il y a marqué. Ok. Donc bon, ça c'était un QR code, mais j'avais essayé de le scanner, mais ça marche plus, hein. Ensuite, donc là, on vous fait les 4 étapes de la transition épithélio-mésenchymateuse. Donc, au niveau de la première étape de la transition épithélio-mésenchymateuse, on vous dit qu'il y a une maturation. Donc, échange de molécules d'adhésion. Donc, c'est une caractéristique épithéliale comme les cadérines. Donc, ça, vous allez le voir en bio-C. Donc, les cadérines, c'est des molécules d'adhésion. Donc, ces cadérines, donc on est d'accord qu'on parle de ça, puisque là, on a l'apparition d'intégrines. C'est-à-dire que les cadérines vont disparaître et qu'on va avoir des intégrines. Donc, c'est la maturation, ça. Donc, elles vont être remplacées, les cadérines, parce que les cadérines, en gros, c'est un marqueur, entre guillemets, épithélial. Comme nous, on est dans la transition épithélio-mésenchymateuse, on va se débarrasser de ces marqueurs, entre guillemets, épithéliales, donc des molécules d'adhésion épithéliales, qui vont être remplacées par des molécules d'adhésion, mais mésenchymateuses. Donc, on va avoir des fibronectines, de la vimentine, de la vitronectine et des filaments d'actine. On va avoir les récepteurs au FGF. Les FGF, c'est les facteurs growth, je ne sais pas quoi. On a FSP1, fibroblast spécifique protein 1, qui est associé à la motilité et à la morphologie des fibroblastes. La motilité, c'est la capacité de bouger, en fait. Donc, dans la migration. Et dans la morphologie, donc c'est dans la forme, en fait, des fibroblastes. Ensuite, on a une étape réversible. C'est une étape réversible, on vous dit, la maturation, elle est réversible. Elle est également appelée mésenchymato-épithéliale, comme dans la formation du tube contourné du rein. C'est-à-dire que ici, nous, pour ce qui nous intéresse pour les dents, ça fait une transition épithélio-mésenchymateuse, mais dans le reste du corps, ça peut faire une transition mésenchymato-épithéliale. Donc, c'est-à-dire que ces molécules-là, elles vont être remplacées, du coup, par des molécules comme la cadérine. Ensuite, les gènes impliqués. Donc, on a l'influence des gènes qui sont portés par les cellules non migratrices de la plaque neurale. Donc, c'est-à-dire que c'est les cellules qui ne migrent pas qui vont porter les gènes. On a également les cellules mésenchymateuses en bordure de la plaque neurale. Et bon, donc, on vous dit que ces cellules, elles les expriment notamment des BMP, donc des facteurs de croissance. Et on vous dit que le mésenchyme adjacent, il produit des antagonistes comme Noggin, donc ce qu'on avait vu au niveau ventral. Étape 2 de la transition épithélio-mésenchymateuse, on a la perte de l'adhésion cellulaire. Donc, au niveau des gènes impliqués de la perte de l'adhésion cellulaire, c'est des facteurs de transcription. On vous dit que leur protéine va induire à leur tour des molécules d'adhésion différentes. Donc, elles vont perdre leur jonction caractéristique et elles vont se détacher les unes des autres pour migrer. Donc, ça, c'est la séquence présumée des événements cellulaires. On vous dit que les étapes, elles sont contrôlées par BMP4, qui, attention, nous, on ne nous a pas dit que c'était un facteur de croissance. Donc, il y avait du BMP3 comme des antagonistes. Donc, gardez-le comme antagoniste. Et donc, on vous dit que voilà, c'est impliqué dans les changements. Bon, ça, on ne vous demandera pas ça, hein. Je pense que le prof ne vous demandera pas ça. Il ne les a jamais demandé, hein. OK? Donc, voilà. Ensuite, on passe à la partie 2 c'est la migration. Donc, dans la transition épithélio-mésenchymateuse, maintenant, on a la migration en étape 2. On vous dit que c'est un événement, donc après la transition épithélio-mésenchymateuse, les cellules migrer vers des tissus très variés qui se trouvant souvent très peu celluleux, donc très peu de cellules. On vous dit que les protéines impliquées, on va avoir l'acquisition d'intégrines, c'est ce que je vous disais en haut, donc qui va leur permettre de se déplacer à ces cellules sur la matrice extracellulaire. Donc ça, vous verrez aussi, vous allez le voir bien en bio-C. On vous dit qu'on a l'acquisition d'autres molécules de guidage, comme des récepteurs à la fibronectine ou aux éphrines. En fait, c'est des molécules qui, tout simplement, vont guider sur la matrice extracellulaire les cellules du tube neural. Ensuite, on vous dit qu'on a la production d'enzymes de type protéase qui permet de traverser la matrice extracellulaire ou alors des membranes basales. Donc ça, tout simplement, OK. Ensuite, on vous dit trajet des cellules des crêtes neurales. On vous dit que leur chemin est balisé. C'est pour ça que c'est important ici qu'on ait des molécules de guidage. Le chemin est balisé. Et leurs déplacements sont donc contrôlés. Au niveau de l'agrégation des cellules des crêtes neurales, on a des zones de différenciation à l'aide d'intégrines ou du coupléphrine.
Au début du deuxième mois de grossesse, on vous dit que les aires de migration commencent à être envahies. Dans la partie céphalique, donc la tête en gros, les cellules des crêtes neurales vont se diriger principalement vers les arcs pharyngés. Donc après, on va avoir un cours sur les arcs pharyngés. À partir du prosencéphale pour les placodes nasales. Donc prosencéphale, c'est ce que vous aviez en haut. Mais bon, je ne sais pas demander. Vers le premier arc pharyngé. Donc on vous dit que en gros, les cellules des crêtes neurales, elles vont migrer vers le premier arc pharyngé à partir du mésencéphale, ok, des rhombomères 1 et 2. Par contre, les rhombomères 3 et 5 ne produisent pas de cellules migrantes. Les rhombomères, c'est ici. C'est ça. Rhombomère 1, rhombomère 2, rhombomère 3 et 4, 5, 6. Donc là, ça, c'est le prosencéphale. Et là, vous avez le reste. Là, j'avoue que c'est pas très clair, mais moi non plus, c'est pas très clair. Donc là, c'est prosencéphale, là, c'est mésencéphale. Là, c'est R1, R2. Là, on a le rhombencéphale. Bon, de toute façon, vous l'avez sur le poly. Et en fait, son poly, je ne sais pas si vous savez, on vous l'a dit, mais en gros, il a chopé sur Internet. Donc, vous l'avez en noir et blanc, mais vous cherchez, vous tapez les trucs qu'il y a dans le poly, vous tapez une phrase texto, vous allez retrouver tout le poly en couleur. Par contre, après, lui, il a pris ce poly-là et il a enlevé beaucoup de choses. Mais voilà, si vous voulez les trucs en couleur. Et j'ai envoyé les cours à Dan en couleur, donc par Word. Donc, il va vous les envoyer. Emmanuel, Donc, ce sera... Oui. il était fait en combien de temps ce cours, pour vous? En combien d'heures? Quand tu le bosses chez toi? Non, à la fac. À la fac, c'est 2 heures. Alors, Ça et un autre cours. Ouais, en gros, 1 heure chaque. Ok, ça va, merci. Ok, donc, et on vous dit que les rhombomères 3 et 5 ils ne produisent pas de cellules migrantes et que les cellules des crêtes neurales de ces rhombomères-là, elles vont subir une apoptose qui correspond en gros à une mort. Donc, l'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. On vous dit que c'est un phénomène embryonnaire répandu et on vous donne l'exemple que, par exemple, nos mains, elles se forment comme des palmes et que les cellules de la membrane interdigitée régressent ensuite par apoptose. En gros, à la main, nos mains, c'est des palmes comme dans Harry Potter, là. Et grâce à cette apoptose, bon, qu'on connaît, on ne sait pas pourquoi, ça vient détruire les cellules qui sont au milieu de nos doigts et donc ça les tue, quoi. Et donc, on a des mains avec des doigts bien différenciés. Ensuite, on vous dit que les cellules en migration, elles vont exprimer le même répertoire de gènes homéotiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, homéobox, ou alors vous allez le faire. Bon, c'est les gènes homéotiques, c'est les gènes du développement. Quand, non, c'est en embryologie, encore une fois, donc c'est chez le bébé. Donc, on vous dit que c'est le même répertoire de gènes homéotiques que la région du tube neural d'où elles proviennent et vers laquelle elles se dirigent. Ces gènes OX s'expriment de manière progressive de l'avant vers l'arrière. Donc là, vous avez tous les OX. Et donc ça, ici, c'est les arcs pharyngés. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ça, ici, c'est la moelle épinière dans l'ectoderme dorsal au niveau du tube neural, en fait. Donc là, après, on vous rajoute les bourgeons maxillaires, les bourgeons mandibulaires et les placodes nasales. Ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc ça, on vous dit que c'est le courant d'émigration de cellules neurales céphaliques au niveau de la 5e semaine. Et là, ça va être le futur cœur. Donc, là, ça, c'est pas tombé, mais on va le faire en 2-2 parce qu'après, on a 10 minutes de retard déjà. Donc, bon, ça, on s'en fout un peu. C'est le développement des germes dentaires chez le poulet. Donc, on s'en fiche. C'est pas très intéressant et il n'y a rien qui a été demandé, mais regardez-le quand même. Nous, on va passer. Et du coup, ça nous amène aux annales classées corrigées. Donc, ça, c'était ce qui était tombé avec ici les corrections. Donc, ça, c'est à chaque fois les petites étoiles qui vous mettez dans le cours. Comme quoi, c'était bien tombé. Vous, maintenant, ce que vous faites, ici, vous les avez jusqu'à 2017, et ben, vous faites les 3 années après, quoi. Et vous regardez les annales avec le TAM. OK. Donc, on passe à la formation et devenir de l'appareil pharyngé. Donc, hop, donc ça, c'est le cours 2, que vous allez faire aussi à la fac en même temps. Enfin, ça fait partie du même chapitre, en gros. Enfin, non, c'est un chapitre différent, mais c'est le même cours. Donc, on vous dit caractéristiques de l'appareil pharyngé. Donc, on vous dit que c'est une structure transitoire. Donc, transitoire, c'est-à-dire que ce n'est pas permanent, donc j'ai une non permanente. Ça apparaît chez l'embryon de 5 mm lors de la 4e semaine du développement. Attention, ça a été demandé. On vous dit que c'est une structure céphalique au niveau du cou. Donc, céphalique, je vous le dis, céphalique, c'est tout ce qui se rapporte à la tête. Caudal, c'est tout ce qui se rapporte au bas, quoi. Et on vous dit que le rôle, justement, de cet appareil pharyngé, c'est l'origine de nombreux éléments de la face. Et du coup, ça va permettre, en fait,
de tout différencier, si vous voulez. Donc ça, on vous donne l'architecture de base. On vous dit que c'est compliqué par l'applicature de l'embryon et surtout par la courbure céphalique, ici au niveau du neuropore antérieur, au niveau des J, 25, 28 et 34. Donc ça, c'est le neuropore post. Là, on a l'appareil pharyngé. Là, on a le futur cœur. Et ça va être la future tête, en gros. Et donc, 28, J34. Et là, vous voyez que ça se transforme de plus en plus en petit bébé avec le cordon ombilical. Et ça, c'est la vue externe de face de l'appareil pharyngé. Donc, en gros, c'est imaginez un petit bébé avec ses yeux là, les yeux. Là, ça va être le futur nez. Donc, on vous dit que c'est les placodes olfactives. En gros, placode, c'est les cellules qui vont venir pour différencier en œil, pour différencier en nez. Voilà quoi. Là, c'est le futur renflement cardiaque. Là, on a les arcs. Premier arc, deuxième arc, troisième arc, quatrième, cinquième et sixième. Et là, donc, on a le bourgeon nasofrontal. C'est ce qui va faire le nez et le fin et tout ce qui est la tête, etc., etc. Donc, caractéristiques de l'appareil pharyngé. Donc, on vous dit qu'on a 5 paires d'arcs pharyngés mésodermiques ou mésoblastiques, c'est pareil. Attention, on n'a pas de 5e arc. Ils sont numérotés de 1 à 6. Ça veut dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4 et après, on passe direct au 6e. On n'a pas de 5e arc. Ils vont être séparés par des sillons. Donc, en gros, on a des paires d'arcs qui sont eux-mêmes séparés par des sillons et à l'intérieur de ces sillons, on a des poches. Okay. Donc, on vous dit que les sillons, ils ont une origine ectodermique et qui sont à l'extérieur des arcs pharyngés. Donc, ça, de toute façon, il va avoir un schéma. Vraiment, vous ne faites pas avoir parce que des fois, il dit les sillons sont à l'extérieur des arcs pharyngés ou ils sont à l'intérieur, donc vous ne faites pas avoir. Les poches pharyngées, on vous dit qu'elles sont endodermiques et pas ectodermiques. Elles sont en forme de ballon. Elles sont à l'intérieur des arcs pharyngés et qu'elles s'enfoncent profondément dans le mésenchyme. Elles ne sont jamais en communication ouverte avec les sillons puisque les arcs ils sont entre les poches et les sillons. Ok, alors attendez, quand même, reste de batterie là. Okay, ça va. On vous dit au niveau de la disposition qu'on a un arc à droite, un arc à gauche de la ligne médiane. C'est pour ça qu'on vous dit que ce sont des paires d'arcs. On en a un à droite, un à gauche. Ils vont être situés donc de part et d'autre de la région pharyngée et de l'intestin primitif. Les paires d'arcs se forment selon une séquence toujours crânio-caudale, soit d'avant en arrière, qui vont encadrer la cavité stomodéale. Le stomodéum, en fait, c'est tout ce qui est la bouche stomodéale, ou alors le ventre, je ne sais plus. Ok. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Donc là, on a les arcs, hop, 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 hop. On a les arcs, les sillons. Ici, à chaque fois, on a des sillons. Et on a les poches à l'intérieur. Ok. Donc ça, c'est le plan de coupe. On coupe comme ça le bébé, là. Donc, on regarde les arcs pharyngés. Donc ça, c'est à J34. Ok. Donc, on vous dit, comparaison de l'appareil pharyngé homme-poisson. On vous dit que chez les poissons, le premier arc brachial, donc on appelle ça un arc brachial chez les poissons, puisque ça va donner les branchies. On vous dit que donc, ça donne le maxillaire et la mandibule chez les poissons, et que les autres arcs, justement, donnent les branchies. Le devenir des arcs, c'est pour l'alimentation et l'oxygénation du sang. Bon, on s'en fout. Chez l'homme, ça rappelle celui des fentes brachiales chez les poissons dont on dérive, sauf qu'il ne se forme jamais de véritables fentes brachiales, d'où la dénomination de sillon, puisque nous, on ne peut pas respirer dans l'eau. L'équivalent du premier arc brachial, chez nous, c'est le premier arc pharyngé qui donnera pareil le maxillaire et la mandibule. Les autres arcs qui vont être à l'origine d'autres structures de la face et du cou. Pour le devenir des arcs, on a des destinés, et ils sont destinés, ces arcs, à de nombreuses structures de la face et du cou. On va avoir les muscles masticateurs qui proviennent du premier arc pharyngé. Donc, ça va être tout ce qui va permettre d'avaler et de mastiquer. Les muscles de l'expression faciale pour le deuxième arc. Et la vocalisation, ça va être le 4e et les 6e arcs qui vont être utilisés pour la vocalisation. Et la langue, c'est le 1er, 2e, 3e et 4e arc. Donc, tout ça, vous apprenez par cœur, c'est bête, c'est méchant. Ensuite, on vous parle des agnates. Qu'est-ce que c'est les agnates? On vous dit que c'est des myxines et des lamproies. Donc, attention, ce n'est pas du tout des humains. On vous dit que chez les agnates, donc il va faire, en gros, il vous présente 2 trucs, les agnates et les gnatostomes. Ça, il fait des petits pièges souvent. Donc, en gros, les agnates, on vous dit tout simplement que c'est dépourvu de mâchoires différenciées. Tandis que chez les gnatostomes, ils possèdent une véritable mâchoire différenciée. Et ça, c'est demandé. Et il vous dit que c'est des chondrichtiens. Parce qu'attention, là, bon, bref, on va finir là. Donc, on vous dit que les agnates sont dépourvus de mâchoires différenciées. Ils vont avoir une bouche qui correspond à l'organe de succion. Ils vont avoir une fonction nourricière et respiratoire développée, un couffin. Et les branchies, on vous dit qu'elles sont ici, à l'intérieur des arcs bronchiaux. Donc, les branchies, elles sont à l'intérieur des arcs bronchiaux. OK? Donc, ça, c'est les agnates.
Ensuite, on passe sur les gnatostomes. Donc, les gnatostomes, on a 2 catégories, les chondrichtiens et les ostéichtiens. Donc, il ne faut pas avoir fait latin ou je ne sais pas quelle langue pour savoir que chondrichtien, chondral, c'est le cartilage et que ostéichtien, c'est l'os. Donc, on vous dit que les chondrichtiens, c'est quoi? C'est les requins, les raies, donc c'est les poissons cartilagineux qui vont posséder une mâchoire différenciée. Donc, ça ne change pas pour les deux. Pour les chondrichtiens et les ostéichtiens, ils possèdent les deux une mâchoire différenciée. Par contre, chez les chondrichtiens, donc chez les requins, chez les raies, c'est une mâchoire qui est constituée de cartilage et il n'y a pas d'opercule. Il n'y a pas d'opercule que vous voyez ici. Okay, tout ça là, pas d'opercule. Et on vous dit que les branchies sont à l'extérieur des arcs branchiaux, donc pas comme ici, puisque ici, chez les agnettes, ils étaient à l'intérieur des arcs branchiaux. Donc ici, ils sont à l'extérieur. Ils sont ici. Et donc, chez les ostéichtiens, on vous dit que c'est des poissons osseux, basiques. Ils ont toujours une mâchoire différenciée et on vous dit que leur mâchoire, elle est constituée par de l'os, qu'elle est recouverte par un opercule. Et donc, ça, c'est nous, en fait. Et que la position des branchies, c'est toujours à l'extérieur des arcs branchiaux. Donc, extérieur pour les gnatostomes, à l'intérieur pour les agnates. Donc, concernant les tétrapodes amphibiens, donc les grenouilles, les reptiles ou les mammifères, ils possèdent une mâchoire différenciée. Et on vous dit que l'homme, c'est le plus évolué des tétrapodes. Et bien sûr, on n'a pas de branchies. Ensuite, on vous parle de la constitution de l'arc pharyngé, de sa vascularisation, de son innervation et de ses dérivés musculaires. Alors ça, vraiment, il adore. Il pose tout le temps des questions. Il est énervé par quoi? Ça va donner quoi comme muscle? Vraiment, vous allez voir que c'est la fête au niveau des étoiles. Donc, contenu des barres pharyngées. On vous dit que ça consiste en un segment mésodermique contenant du cartilage, donc qui est dérivé des crêtes neurales, attention, demandez, sauf celui des arcs 4 et 6, puisque les arcs 4 et 6, le cartilage, il va dériver du mésoblaste de la lame latérale. Ok. On vous dit qu'il y a un noyau initial musculaire, un nerf crânien spécifique. Donc, pour chaque arc, vous allez avoir un schéma. Vraiment, le schéma, il faut bien comprendre et ça vous permettra de bien comprendre. On va demander des trucs là. Tu peux ajouter... Ah, ok, non, c'est fait. Ok. Donc, et on a un nerf crânien spécifique pour chaque barre pharyngée, une artère de l'arc aortique et un noyau initial musculaire. Donc, le cartilage de tous les arcs, il provient des crêtes neurales, sauf pour les arcs 4 et 6 qui va dériver du mésoblaste de la lame latérale. On passe. Donc, moi, j'ai bien mis, ce sont des paires d'arcs mésodermiques. Hein. Voilà, hop, 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 ils sont ici. Donc, on vous dit en gros que les cellules du tube neural, elles ont dérivé vers les arcs. On vous marque ici, donc on vous met le muscle, le nerf, le cartilage, l'artère. Pour chaque arc. Ensuite, donc on passe, du coup, là, on va faire on va définir chaque arc bien comme il faut. Et ça, il va falloir bien apprendre. Donc, le premier arc pharyngé. On vous dit qu'il apparaît au 22e jour. Vous voyez, déjà, hyper important, ça a été demandé plusieurs fois. Donc, le premier arc pharyngé, il apparaît au 22e jour. Il se développe, il est remodelé pour former un bourgeon maxillaire et un bourgeon mandibulaire. Les bourgeons, ils vont avoir chacun à leur centre des éléments cartilagineux qui sont produits par les cellules des crêtes neurales. Origine, pour le maxillaire, c'est la barre palato-ptérygo-quadrate. Donc, c'est le cartilage, qui s'appelle comme ça, dont les dérivés, donc ce cartilage-là, il va donner quoi? Il va donner l'os zygomatique, enfin, l'arc pharyngé, il va donner quoi? Donc, le premier arc pharyngé important, on l'appelle l'arc maxillo-mandibulaire. Donc, il va donner l'os zygomatique, le processus zygomatique du temporal, attention, processus zygomatique du temporal, le maxillaire. Donc, processus zygomatique du temporal, ça, vous allez le voir dans face tête et cou de l'aspect 12 aussi, mais ça va venir après. Et le maxillaire. On vous dit que le mésoblaste, donc pour le mésoblaste entourant le cartilage de Meckel, dont la mandibule, en dérive. Et on vous dit que le cartilage de Meckel, donc ça va donner la mandibule, il va disparaître sauf à ses extrémités, dont les dérivés vont donner le ligament sphénomandibulaire, hyper important, le malleus et l'incus, toujours les osselets de l'oreille moyenne. Ou interne, je ne me souviens pas. Interne. Développement des osselets de l'oreille moyenne, moyenne, à partir de la portion postérieure du cartilage de Meckel.
Et on vous dit que c'est une ossification de membrane qui ne passe pas par le stade cartilagineux. Donc, en gros, voilà, hein, ça donne le cartilage de Meckel qui, au niveau de la mandibule, il va donner ces 3 choses. Le cartilage maxillaire qui s'appelle barre palato-ptérygoquadrate, elle va donner ces 3 trucs. Donc, dérivé musculaire, donc qu'est-ce que ça donne aux muscles? Ce premier arc, il va donner les muscles masticateurs, le temporal, le masséter et les ptérygoïdiens. Le muscle mylohyoïdien, bon, vous verrez en tête et coupe qu'il y en a 2, puisque le mylohyoïdien, c'est un symétrique. Le ventre antérieur du digastrique, le tenseur palatini et tympani et le muscle du malleus. Au niveau de son innervation, c'est la branche du trijumeau. Normalement, vous avez vu les nerfs. Ou alors, je ne sais plus si vous allez les voir dans pareil tête et cou. C'est la branche du 5. Donc, en gros, le nerf 5 du trijumeau. Donc, le nerf 5, c'est le nerf trijumeau. Il va avoir 3 différenciations. Il va donner le 5-1, le 5-2, le 5-3. Ce n'est pas un V. Hein. Donc, le 5-3, ici, c'est la branche mandibulaire. La 5-1, c'est la branche optique. Et la 5-2, c'est la branche maxillaire. Donc là, c'est le 5-3, branche mandibulaire. Et on vous dit qu'au niveau de la vascularisation, tout simplement, ça provient du premier arc aortique. Donc là, vraiment, la vascularisation, c'est simple. Ensuite, on passe sur le deuxième arc pharyngé qui s'appelle l'arc hyoïdien. Donc, on vous dit que le cartilage provient ici des cellules de crête neurale, mais ça, on va le voir. Donc, lui aussi, il apparaît au niveau du 22e jour. Donc, on vous dit qu'il va faire comme dérivé le cartilage de Reichert, ne vous mélangez pas avec le cartilage de Meckel, ici. Donc, cartilage de Reichert. On vous dit que son origine, c'est les cellules des crêtes neurales. Et lui, il va donner le stapes. Attention, parce que les osselets de l'oreille moyenne, c'est malleus, incus, stapes. Donc, ici, on n'a que le malleus et l'incus. Et là, on a le stapes. Et donc, on a le processus styloïde du temporal et non pas, le processus zygomatique du temporal. C'est différent. Faites bien la différence. Et on a les petites cornes. Donc, les petites cornes et la partie supérieure de l'ostioïde. Et ici, c'est une ossification endochondrale. Ça veut dire qu'on passe par le stade cartilagineux. Ici, c'est une ossification de membrane, pas de stade cartilagineux. Ici, ossification endochondrale, stade cartilagineux. Au niveau des muscles qu'il va donner, ce deuxième arc, il va donner les muscles de la face. On va avoir le buccinateur et l'auriculaire. Au niveau des muscles donc il va donner les muscles frontaux, l'orbiculaire des lèvres, l'orbiculaire des paupières. Il va donner ici le ventre postérieur du digastrique, alors que le premier donnait le ventre antérieur. Il va donner les stylohyoïdiens, alors que le premier arc, c'était le mylohyoïdien, et le muscle du stapes. Okay, donc, il a donné ici le stapes, il fait ce muscle. Au niveau de l'innervation, donc c'est le 5-2 nerf facial. Non, pardon, 5-2, moi. C'est le 7, nerf facial. Je suis fatiguée. Ça, c'est le 7, puisqu'on a dit que le 5-2, c'était le maxillaire. Et au niveau de sa vascularisation, c'est le deuxième arc aortique, autrement dit, l'artère carotide externe. OK. Et donc, on passe sur le troisième arc pharyngé. On appelle le troisième arc l'arc thyroïdien. Donc, lui, il n'apparaît pas au 22, mais au 26e jour. Au niveau de ce qu'il va donner, ses dérivés squelettiques, il va donner le corps et les grandes cornes de l'ostioïde, donc la partie inférieure, vous ne laissez pas avoir. Ici, c'est les grandes cornes, la partie inférieure du corps, tandis que pour le deuxième, c'était les petites cornes et la partie supérieure du corps. Donc, vraiment, il faut être grave carré. Au niveau des dérivés musculaires, ici, c'est le stylo-pharyngien. Vous pensez à un stylo pour le troisième arc, je ne sais pas. Innervation, c'est le 9, c'est le glossopharyngien. Et au niveau de la vascularisation, c'est le troisième arc aortique, l'artère carotide interne. Donc attention, vous ne laissez pas avoir. Le 2, c'est la externe. Le 3, c'est la interne. Et c'est tout pour le troisième. Ensuite, on passe sur le quatrième arc pharyngé. Donc, il apparaît au 30e jour. On vous dit qu'il va donner le cartilage du larynx, l'épiglotte, qui est à partir du 4e mois. Et c'est une ossification endochondrale. Donc, endochondrale, on a dit que c'était... Répondez. Vous pouvez me répondre. Dites-moi. Vous vous souvenez ce que c'est endochondral? Oui, non, oui, non. Il y a quelqu'un? Non. Vous vous souvenez pas? Donc, ossification endochondrale, c'est en passant par le stade cartilagineux. Et de membrane, c'est pas le stade, il n'y a pas de stade cartilagineux. Donc, ossification de membrane, c'était pour le premier, endochondrale pour le deuxième, et là, a priori, pour le quatrième aussi.
Donc, on vous dit qu'il va donner le muscle cricothyroïdien. C'est le seul abducteur, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai marqué. Et les muscles constricteurs du pharynx. Donc, c'est ceux qui vont contenir le pharynx à l'intérieur. Au niveau de l'innervation, c'est le nerf laryngé supérieur. C'est la branche du 10, du nerf vague. Le 10, c'est le nerf vague. Voilà. Au niveau de la vascularisation, on vous dit que c'est le 4e arc aortique, que le 4e arc, par rapport au 4e et au 5e arc, on vous dit que le 4e, il est bien moins différencié, que chez l'homme, on n'a pas de 5 et 6e arc distincts, que le 5e arc, il ne se forme pas ou il forme un rudiment éphémère qui, justement, régresse rapidement. C'est pour ça qu'on a dit qu'on comptait les arcs comme 1, 2, 3, 4 et qu'il n'y avait pas de 5, puisqu'il disparaît et qu'on a le 6 directement. Alors, je mets juste mon ordi à charger, désolé. Ok. Ensuite, on passe sur le... Ça va pour l'instant, vous suivez tous? Oui, Oui, c'est bon. ok. Et n'oubliez pas, je l'ai remarqué ici, que le 4e arc, c'est du cartilage du mésoblaste latéral. C'est ce qu'on avait marqué, enfin, c'est ce que le cours nous a dit juste 3-4 pages avant. Ensuite, on passe justement au 6e arc. On vous dit qu'il apparaît au 30e jour. Donc, lui aussi, il provient du mésoblaste de la lame latérale. Je vous rappelle que c'est ici, c'est marqué. C'était un truc qu'il avait demandé d'ailleurs. Est-ce que c'est marqué? Voilà. Bon, je ne sais plus. Je crois que c'est ici, non? Bon, je ne sais plus, mais on l'a dit. Ah, voilà. Cartilage dérive des crêtes neurales, sauf le 4 et le 6 qui dérivent du mésoblaste de la lame latérale. Donc, on est au 6. Donc, 30e jour, on vous dit qu'il va faire une condensation mésodermique, donc à partir des parties latérales du mésoderme, à la 5e semaine, dans la région du 6e arc. Ce bourgeon, donc le 6e arc, il n'a pas vraiment de nom, donc il n'a pas de nom, mais il va donner un bourgeonnement arythénoïdien. Et il va devenir du cartilage de la 7e semaine. Il va donner les cartilages, il a comme dérivé les cartilages du larynx, donc les cartilages thyroïde, cricoïde, puis on a le cunéiforme et le corniculé. Donc ça, important aussi. Au niveau des dérivés musculaires, il va donner les muscles intrinsèques du larynx. Donc, les muscles intrinsèques du larynx, je l'ai remarqué ici parce qu'en même temps, ça me faisait réviser le tête et cou, puisque vous allez les apprendre. On vous dit qu'il y a le thyro, l'ari épiglottique, et ensuite, on vous dit qu'il y a les 7 muscles avec le crico-arythénoïdien post et les deux impairs. Donc ça, vous allez le voir dans la tête et cou. Au niveau de l'innervation, c'est le nerf laryngé inférieur, branche du 10, tandis que là, c'était le nerf laryngé supérieur. Et donc, il est vascularisé par le 6e arc aortique. Et là, vous voyez donc bien, on vous fait une différence. Donc, le premier, c'est le maxillomandibulaire. Oui, c'est ça, maxillomandibulaire. Le deuxième, avec ici, le deuxième, le troisième, le 4 et le 6. OK? Concernant la composition de ces poches maintenant, des poches qui contient les poches endodermiques. Donc, la première poche, pardon. Première poche pharyngée, on vous dit qu'elle se trouve donc entre le premier et le deuxième arc, forcément. On vous dit qu'elle va s'allonger et donner le processus tubotympanique, c'est le futur conduit auditif externe ou méacoustie externe. On vous dit aussi qu'elle va donner la cavité tympanique, future oreille moyenne, le canal pharyngotympanique ou trompe d'Eustache, le tympan, et puis c'est tout. La deuxième poche, on vous dit qu'elle persiste en partie pour former la loge amygdalienne, donc pour les amygdales. Elle va donner les tonsilles palatines ou les amygdales et les ganglions lymphatiques. Troisième poche, ce sont des ébauches des glandes thyroïdes et parathyroïdes. Elle va donner le thymus et la glande parathyroïde inférieure, et c'est tout. La quatrième, elle a une particularité, c'est que chez l'homme, elle est atrophiée. Donc atrophiée, ça veut dire qu'elle est toute petite. Et elle va donner la glande parathyroïde supérieure et pas l'inférieure ici. Hein. Au niveau de la 5e poche, parce que du coup, on compte 1, 2, 3, 4, 6 pour les arcs, mais il y a bien une 5e poche. Donc, on vous dit que c'est un diverticule de la 4e poche pharyngée. Il va donner le corps ultimo-brachial, qui participe à la formation de la glande thyroïde et qui est à l'origine des cellules C parafolliculaires de la thyroïde. Et donc, si vous voyez, première poche, deuxième poche, troisième, quatrième et 5e. Puisqu'en fait, la 5e, ça c'est la 4 et ça c'est la 5, c'est le diverticule.
Ok, ensuite on passe donc au devenir de ces sillons ectoblastiques. Donc on va avoir les sillons. Ils sont présents à la 5e semaine de vie, puis ils vont disparaître, sauf le premier. Le premier, donc on vous dit que c'est le seul qui va persister partiellement, qui va donner l'épithélium du conduit auditif externe, donc l'épithélium, en gros, c'est les cellules, et une partie de la membrane tympanique, tandis que le 2e, 3e et 4e sillon pharyngé, ils vont être recouverts par le 2e arc pharyngé, et ils vont constituer le sinus cervical ici, qui va disparaître lors de la flexion cervicale, c'est-à-dire lorsque le cou va se plier. Et donc, on remarque ici que c'est le premier sillon. OK? Et en gros, là, c'est les autres sillons qui se regroupent en un seul. Et ça donne le sillon cervical. Donc, on dit qu'il y a 5 poches, 5 arcs, 4 sillons. Au niveau de la langue. Donc, la langue, super important, il adore la langue. Donc, on va différencier la langue en 2 parties. On a les 2 tiers antérieurs et le tiers postérieur de la langue. Donc, au niveau du 2 tiers de la langue, donc on vous dit que il dérive du mésoblaste ventral et c'est le premier arc pharyngé. Donc, il se forme à la 4e semaine du développement sur le plancher du pharynx. Le pharynx, c'est pharynx, c'est juste en dessous. Par la prolifération du mésoblaste ventral, du premier arc pharyngé, hyper important. Il adore demander cette question apparemment. Donc, en gros, là, vous voyez, c'est les 2 tiers entes et là, après, c'est le tiers post, mais on ne le voit pas. Donc, en gros, comment elle se forme cette langue? Ça va être 2 renflements latéraux ovalaires qui sont ici et un renflement médial triangulaire, le tuberculum et une part. Et en fait, les 3 vont fusionner. OK? Au niveau de l'étape de la formation, donc on a l'augmentation du volume des renflements latéraux, le tuberculum impar donc au milieu qui est recouvert par ces 2 renflements latéraux, et ensuite on va avoir tout simplement la fusion des renflements pour former les 2 tiers entes du corps de la langue, qui va être marqué en surface par le sillon sulcus médian, donc vous savez le sillon que vous avez tous de la langue, là, entre les 2 parties, et en profondeur, on a le septum médian fibreux, mais celui-là on ne le voit pas. Innervation sensitive, donc c'est la branche mandibulaire du trijumeau. Donc toujours branche mandibulaire 5-3 et pas 5-2, puisque 5-2, on a dit que c'était maxillaire. Au niveau donc on est toujours sur la langue, donc on a le sulcus terminalis qui est ici. C'est ce que vous voyez vraiment quand vous tirez la langue au fond de votre langue, c'est ce que le médecin il regarde. Donc ça va correspondre à la ligne de fusion en fait, des 2 tiers entes et du tiers poste de la langue, et il est en forme de V. Donc, le tiers poste de la langue, on appelle ça la base de la langue. La composition de celui-là, ça va être 2 renflements médians, la copula ici, à partir du mésoblaste des 2, 3 et 4e arcs pharyngés, et l'éminence épiglottique, juste derrière, qui va être issue du mésoderme du 4e arc pharyngé, donc en arrière de la copula. Donc, au niveau de la localisation, on vous dit qu'il se situe en arrière du foramen cecum, qui est ici. Le foramen cecum, en fait, c'est ce qui est délimité par le sulcus terminalis. Et en arrière, on a également la présence de l'orifice laryngé, entouré des renflements aryténoïdes, qui sont ici. Et on vous dit que l'innervation sensitive de la langue du tiers postérieur, c'est le nerf glossopharyngien. Vous ne faites pas avoir. Le tiers postérieur, c'est le glossopharyngien, donc c'est le 9, tandis que le 2 tiers entes, c'est le branche mandibulaire du trijumeau. Donc, on n'a pas la même innervation sur toute la langue. Ensuite, on parle des glandes salivaires. Donc, on vous dit que les glandes salivaires principales, elles sont en formation anatomique. Donc, on a la parotide, qui est ici, c'est la plus grosse. Ensuite, on a les sous-maxillaires et les sublinguales, qui sont les plus petites. Et on a des glandes salivaires accessoires qui vont être intrinsèques aux muqueuses. Ça veut dire qu'elles vont être en gros disséminées dans toute la muqueuse de la cavité buccale. Et tu sais que vont faire ces glandes vont tout simplement sécréter la salive. Alors, on va passer aux caractéristiques de chacune aussi également. Et il adore les glandes. Donc, il faut bien tout connaître. Les glandes salivaires principales. Donc, on vous dit que ce sont des organes bien individualisés en lobules. Un lobule, c'est tout ça. La portion sécrétrice, elle est composée d'acinis, ici, ou tubulo-acinus, qui vont être entourés de cellules myoépithéliales qui vont permettre justement la sécrétion de la salive. Au niveau de l'organisation, donc on vous dit acinis, canaux intercalaires, stria, interlobaire, bon bref, on s'en fout. Ensuite, on parle des salivaires accessoires. On vous dit qu'elles sont réparties un peu partout dans la muqueuse, dans la cavité buccale, jugale, labiale, palatine. Donc, en gros, c'est glande jugale, donc de la joue, labiale au niveau des lèvres, palatine au niveau des tonsilles palatines ou de la langue. Canal sécréteur, pour les glandes salivaires accessoires, on vous dit qu'il est court et qu'il est peu ou pas ramifié. Et la portion sécrétrice, on vous dit qu'elle est séreuse ou séromuqueuse. Alors attention, le séreuse et le séromuqueuse,
il piège tout le temps. Enfin, moi, en tout cas, quand j'étais en PACES, il piégeait grave. Et vous allez voir que selon certaines glandes, c'est du séreux ou c'est du séromuqueux, c'est pas pareil. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi c'est pas pareil, mais c'est pas pareil. Et on vous dit que c'est entouré de cellules myopithéliales, on s'en fout. Vous êtes toujours tous là, ça va? Il y a quelqu'un qui a parlé? Fina Salomé, non. Vous n'êtes pas là? Ça va, vous êtes tous là? Oui, c'est bon. Moi, ça va toujours? Ok. Donc, pardon, je vais boire un petit coup d'eau. Donc, phase d'initiation, on vous dit que les glandes salivaires, elles sont formées entre la 6e et la 8e semaine. Et ça va être la prolifération des cellules épithéliales qui proviennent du stomodéum. Donc, le stomodéum, si je l'ai marqué, c'est la cavité buccale primitive. C'est de l'ectoderme. La parotide, qu'est-ce qui va former la parotide? Des bourgeons d'ectoderme à la 6e semaine. Qu'est-ce qui va former la sous-mandibulaire? De l'endoderme à la 7e semaine et les sublinguales de l'endoderme également à la 8e semaine. Donc c'est bien, ça fait 6, 7, 8, sachant que la parotide c'est la plus grosse. Ensuite, on a la submandibulaire et sublinguale, c'est les plus petites. Parotide c'est la plus grande, plus petite. Morphogénèse, on vous dit que c'est la prolifération des cellules épithéliales et condensation mésenchymateuse qui aboutit à la formation de bulbes. Les glandes vont être composées d'un canal principal, de bourgeons terminaux. On a une double organisation nerveuse. Vous m'entendez? Mes trucs, ils ont plus de... Vous m'entendez, c'est bon? Allô, allô? Oui, c'est bon, on entend encore. Ok. Mes écouteurs, ils avaient plus de batterie. Donc, prolifération... Ok, bon bref. Vous m'entendez toujours? Ouais? Bon, j'imagine que oui. Donc, formation de la capsule conjonctive et fibreuse qui entoure la glande patin-couffin. Parotide, 10e semaine. Bon, on s'en fout. Cytodifférenciation. On vous dit que le matériel sécréteur est mis en place. On va avoir des cellules pro-acineuses qui vont devenir acineuses, l'apparition de canaux intercalaires et striés, et les glandes vont devenir donc fonctionnelles. Donc voilà, en gros là, on vous dit que la morphogénèse de la parotide, c'est à la 10e semaine et de la sous-mandibulaire, c'est à la 12e semaine et qu'elles vont devenir fonctionnelles pour la parotide à la 18e semaine, pour la sous-mandibulaire à la 16e semaine et les glandes accessoires entre la 24 et la 35e semaine. Donc là, j'avais refait un petit tableau pour bien apprendre par cœur. Et c'est tout. Vous avez de la chance, en fait, c'est dans le prochain cours, les trucs de glandes. Alors, et là, pareil, je vous ai mis les questions, enfin les annales corrigées. Voilà quoi. Vous avez des questions? Non, c'est bon. C'est bon? Bon, voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est... on n'est plus cuite apparemment. Donc, moi, je vous l'ai numérisé, je l'ai envoyé à Dan. Il va vous le mettre sur le site. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de comparer avec le poli pour voir ce qui a été enlevé. Comme ça, moi, vous le barrez d'ici. Et moi, en tout cas, je préférais 1000 fois le Médiconcours que le poli. Et le poli, il est indigeste. Mais là, si on regarde le Il poli, n'y a plus rien. on n'a plus la langue, on n'a plus les glandes, on n'a plus rien, quoi. Ah ouais, vous n'avez plus les glandes? Ah, il n'y a plus rien sur le poli. Putain. En fait, les deux cours, ils font genre 20 pages. Et il n'y a rien dedans. Il y a 3 lignes par page, quoi. Ah ouais, a pas de schéma. nous, il faisait 40 pages à l'époque. Mais le poli, il faisait vraiment foi avant ou pas? Il a toujours fait foi, il fera toujours foi le poli. Hein. Ben alors, bénéf pour nous. Ouais. Mais de toute façon, vous suivez par... Vous suivez... je voulais voir le poli parce que Dani me l'a envoyé. Il faut que vous suiviez... C'est fin, quoi. Vous suiviez Medibox, hein, ce qu'ils vont rajouter et tout. Là, parce que là, si on veut commencer à le travailler cet après-midi, vaut mieux pas qu'on fasse la langue et tout, parce que si ça y est pas, ça sert à rien, non? Ben, j'ai fait des trucs qui n'étaient pas dans le poli, là. Ben, nous, la langue et les glandes, on les a pas dans le poli. La langue et les glandes. Bah, de toute façon, les glandes, c'était censé... Mais attendez, je comprends pas, alors. Parce que dans le... Comment ça s'appelle? Dans le programme, il y a bien marqué... formation de devenir l'appareil pharyngé. Il y a marqué que pour le jeudi 4, vous avez mis en place de la face et de la cavité buccale. Hein. Oui, mais ça, c'est un autre cours. C'est pas lui qu'on vient de faire. Je sais que c'est un autre cours. Tu veux, je t'envoie le poli. Hein.
Mais bon, bah, c'est bizarre. Non, tu Mais, veux. regardez là, c'est tout ce que j'ai envoyé à Dan avec les tableaux et tout qui va vous mettre sur le site. Vous voyez tout ça. Maintenant, je vais voir le poli parce qu'il me l'a envoyé. Bon, après, tant mieux, mais il faut quand même regarder Medibox hein, pour Oui, oui, voir, oui, mais bon. les rajouts quand même. Parce que vraiment, il fait tomber des trucs qu'il a mis en rajout. Donc, ok, ça, c'est pas Ouais, il faut ça. aller au cours, quoi. Non, parce que la vérité, c'est soporifique son cours. Hein. En fait, c'est-à-dire, moi, je vous conseille pas d'aller en cours parce qu'en gros, pendant 2 heures, il lit juste son poli. Genre, vraiment, il est assis et il lit son poli. Donc, il y a en fait aucun intérêt. Il raconte rien de plus que ce qu'il y a sur le poli. Donc, en gros, il explique rien. Enfin, ça sert à rien d'y aller, quoi. Ok, ben Donc, voilà, nous, on a ça, en fait. On n'a plus rien, quoi. ouais, voilà. Ben, tout ça et tout, vous pouvez le retrouver sur Internet. Hein. C'est un Oui, mais poli et après, nous, ça s'arrête. Il n'y a plus rien après. formation au devenir de l'appareil 5G. Ah ouais, trop bizarre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont sauté là. Mais ça, c'est même plus son truc, ça, je crois que c'est les diapos en plus. Et vous, ça s'arrête. Il y a les poches. Ah, ok, ouais, ça s'arrête là. Bon, ben alors, ok, alors vous prenez pas les glandes. Vous faites sauter les glandes et vous faites sauter tous les trucs de la langue. Hein. Sauf si les a mis peut-être après. Non, à mon avis, apparemment, non. Bon, ça marche. Ben, vous avez d'autres questions sinon? Non, merci beaucoup. Non, c'est bon? Ok. Bon, ben, voilà. Ben, alors, vraiment, s'il a enlevé grave des choses, ben, connaissez à fond ce qu'il a donné. Hein. Enfin, ce qui reste, quoi. Parce que c'est sûr qu'il va faire des coups de pute encore. Il adore faire des coups de pute. Hein. Ok? Ah, je crois qu'il y a Ok, une ça va. question. Ah, merci. Ben, de rien. Bon courage. Et voilà. Et vendredi, moi, je donne un cours sur l'UE5, sur l'ostéo du monde supérieur. Donc, voilà. Si vous ne saviez pas, ben, vous savez. Et vous êtes les bienvenus. C'est à midi et demi aussi. Et on n'a Ok? plus anatomie, nous. Ça marche. Bon, ben, bonne journée, bon travail et bon courage. Hein. Merci, au revoir. Au revoir.